Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants. J'ai intégré donc ce premier orphelinat et mon éducatrice prend mon bras, il le tourne. Je vois la peur dans les yeux de mes camarades. Et le seul moyen de ne pas m'enfermer dans la misère, c'était de poursuivre ces études. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Je trouve qu'il y a une vraie pulsion de vie, une vraie philosophie aussi, que tu transmets très bien. Elle est comme ma fille. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Alina me rejoindra bientôt. Abandonnée à l'âge de 4 ans, elle a grandi sous la dictature des Ceausescu dans un mouroir pour orphelins en Roumanie. On se souvient de ces images terribles d'enfants abandonnés sur leur lit qui firent le tour du monde. Alina est l'un de ces enfants. Une survivante qui vient témoigner au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alina, je suis ravi de vous rencontrer. De même. Vous avez un sourire incroyable Merci. qui ne laisse rien présager de ce que vous avez vécu dans votre vie. C'est ce qu'on va voir. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est que vous avez vécu la pire des souffrances. Oui, effectivement. Il n'y a pas d'hiérarchie dans la souffrance, mais on peut dire la pire des souffrances. Et vous êtes lumineuse. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous thé. plaît. Vous savez que c'est incroyable pour moi de vous rencontrer parce que j'ai le souvenir, quand j'étais adolescent, de la chute de Ceausescu en Roumanie. Merci. Et des reportages qu'on a vus à ce moment-là sur les orphelinats en Roumanie. Et le monde entier découvrait cette horreur, puisqu'en fait ce dictateur avait organisé, vous allez m'expliquer comment, voilà, des orphelinats. Il obligeait les femmes à faire des enfants. Oui, Et ensuite, il avait prévu qu'elles étaient pauvres, donc on les mettait dans des... Voilà, et il les vendait à l'étranger. c'est exact. Et vous êtes une de ces enfants. Oui. Je suis née en Roumanie dans les années 80 de dictature communiste de ce Tovaroșu Nicolae Ceausescu. Ils ont mis en place une loi dans les années 80 qui obligeait la femme à avoir 5 enfants obligatoirement, qu'elles ont petit à petit abandonné. Et donc je suis le fruit de cette politique de Ceausescu et je suis aussi là donc pour témoigner de cette folie. Vous êtes aujourd'hui maman de 3 enfants. Oui. Vous avez pu vous reconstruire. Oui. Et vous êtes là aussi pour nous dire que quand on a été maltraité, il ne faut pas se sentir coupable. Parce que vous savez que beaucoup se sentent coupables et se disent je mérite les coups. Oui. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'à l'orphelinat, dès que vous franchissez le seuil de l'orphelinat, on vous apprend à culpabiliser. Vous êtes la honte de la société. Et l'enfant, à cet âge-là, eh bien, il intègre cette culpabilité et donc il va vivre parfois jusqu'à la fin de sa vie sans faire de travail, sans aucune prise en charge. On va essayer de comprendre en tout cas comment vous en êtes sorti. Oui. Puis on va écouter votre témoignage de la folie des hommes. Parce Oui. qu'effectivement, un dictateur et sa femme vont imaginer un truc fou qui va créer beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Et encore une fois, c'est une souffrance qui est inimaginable pour nous, mais on n'a pas besoin de l'imaginer, vous êtes là pour en témoigner. Pourquoi c'est important pour vous de raconter votre histoire? Je suis une résiliente. Ça, c'est important. La résilience, c'est l'idée de pouvoir vivre le pire et de s'en sortir. Et complètement. C'est cela. Et je donne des clés aux gens pour leur dire qu'on peut être malheureux, très très malheureux dans la vie, et qu'à un moment donné, on a peut-être le choix. La vie nous laisse le choix. Quand on aura versé toutes les larmes de son corps, on a le choix d'être heureux ou malheureux. Dans votre bouche, ça a du poids. Voilà. Dans votre bouche, ça a du poids. Un psy qui dirait ça, on dirait « Eh oh, t'as pas vécu ce que j'ai vécu ». Et quand on a vécu ce que vous avez vécu, et qu'on dit on a le choix d'être heureux ou malheureux, j'ai vraiment envie de vous entendre. Et moi, j'ai envie de vous raconter. Ah bah, c'est super, on est content d'être là. Alors, moi, je vous ai demandé de fouiller dans vos photos, tout ce que vous aviez, et je me suis permis de les exposer dans l'atelier. Donc, je vous laisse parcourir la maison. Oui. Et si vous êtes d'accord, on se retrouve dans le patio pour cet entretien. Ça vous va? D'accord, très bien. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Unfurl your gown, a distant fuller skin. I knew you once.
good. May the weight of love resign. You will get better. You will get better. Une vie. Eh oui. C'est quoi l'émotion qui domine quand on voit cette vie défiler? J'ai fait un long voyage. Un long voyage. Oui, c'est ça. Cette petite fille-là, malgré le sourire qui fleurit comme ça sur son visage, malgré la bienveillance dans son regard, elle a énormément de peur et de colère. Si par magie, l'adulte que vous êtes aujourd'hui avait pu souffler quelque chose à l'oreille de cette petite fille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Prends tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Accepte toutes les mains qu'on te tend. Et vas-y. Vas-y, ma belle. Alors je suis très ému parce que je crois que c'est la première fois qu'un enfant qui a grandi dans les orphelinats de Roumanie témoigne. On a entendu beaucoup de choses. Le monde a été horrifié en 89 quand on a découvert l'institutionnalisation de la souffrance faite par ce régime dictateur. Mais c'est la première fois, je crois, qu'on entend quelqu'un qui raconte comment on grandit dans ce type d'orphelinat. Oui. Alina naît en 1980. La dictature de Ceausescu est terrible et le pays traverse une très importante crise économique. Ses parents sont dans la misère la plus totale et élever leurs 3 filles devient rapidement impossible. Alina va alors grandir trop vite et le quotidien de la famille est bientôt invivable. Mes premiers souvenirs commencent à Colorage, dans cet appartement. Vide, avec une mère que je voyais rarement, qui était une mère parfois aimante, de nombreuses fois hystérique, qui ne dégageait absolument aucune émotion autre que la colère. Ça, c'est la petite fille de 3 ans qui se souvient. Oui, je vais la chercher dans des bâtiments immondes, à la demande de mon père. Et pour le préserver, je lui cache certaines choses. Qu'est-ce que vous lui cachez? Je comprends pas. Que ma mère fréquentait quelqu'un d'autre. La petite fille que vous êtes en est consciente? Ah oui. Il y a quelque chose à cacher? Oui, il y a quelque chose à cacher et je n'ai pas envie que mon père en souffre parce que j'aimais énormément mon père. J'étais prête à tout pour mon père. Il me demandait de lui chercher des mégots dans la rue ou des cigarettes, demander des cigarettes pour lui, ça ne me dérangeait pas. Ça me paraissait normal d'aider son père. Il y a déjà la misère. Oui, il y a énormément de misère. Mais je m'en rendais compte, petite, hein, je m'en rendais compte au travers des réactions des gens dans la rue. Quand je sortais quémander, je voyais le regard posé sur moi, c'était un regard de mépris. Qu'est-ce qu'ils voyaient, ces gens? Ils voyaient une petite fille de 4 ans, en train de mendier, Oui. habillée... En guenilles. Et parfois même, parfois je n'avais pas de haut. Donc j'étais pieds nus, souvent, je n'avais pas de chaussures. J'essayais de faire pitié, parce qu'en souriant, vous n'étiez pas du tout pris au sérieux. Hein. Et je ne tendais jamais la main, c'était important pour moi. Même à 4 ans, j'avais ce qu'on appelle la dignité. Je me souviens d'un épisode où j'avais pris ce qu'il y avait dans la maison pour vendre sur le marché parce que j'avais observé avant que des gens pouvaient faire de l'argent avec ce qu'ils vendaient et qu'après ils pouvaient s'acheter des bonbons. Donc, un matin, j'avais une botte, je crois que c'était une botte de persil,
d'autres carottes, tout ce que j'avais trouvé dans la maison, j'avais rassemblé ça. Je suis allée sur le marché et j'ai commencé à vanter les qualités des produits. Allez-y, venez, venez, venez. Les carottes sont fraîches alors qu'elles tiraient de la gueule. Hein. C'était horrible, c'était horrible. Et je me souviens, c'était la seule fois, je pense, où j'ai commencé à pleurer. Quand j'étais sur ce marché et que personne ne voulait me les acheter. Parce qu'il n'y avait pas de repas, il n'y avait rien à manger, vos Non, parents étaient pauvres à ce je point-là. n'avais rien, non, moi, j'en avais rien. J'étais absolument désespérée. J'avais très faim. Tiredness fuse, empty thoughts. Notre père rentrait du travail avec les restes de la cantine. Mais c'est quand on voulait bien les lui laisser. Donc les restes de la cantine pour une famille de 5 personnes. Oui, Est-ce que cette petite fille se rend compte qu'elle n'a pas une vie comme les autres? oui, j'avais un point de comparaison. Mes voisins, par exemple, je voyais des gens rentrer le jour de salaire avec les bras chargés de nourriture et nous, on n'en avait pas. Si j'avais envie, par exemple, d'avoir un chewing-gum, ben moi, je devais me contenter d'un chewing-gum déjà mâché dans une flaque d'eau. On n'avait ni à manger, on n'était pas habillés, on dormait dans une maison qui n'était pas meublée. Socialement, voilà, on était la paria de la société. Ma mère n'avait pas de travail, mon père était alcoolique. Et votre maman n'avait pas de travail parce qu'en Roumanie, à cette époque, une femme ne travaille pas, elle s'occupe des enfants. À la maison. Alina n'a pas plus de 4 ans lorsqu'elle descend dans la rue pour mendier et chercher de quoi survivre. La situation à la maison ne s'arrange pas, l'avenir s'annonce toujours plus noir. Jusqu'au jour où à la pauvreté va s'ajouter l'abandon. C'était un jour ensoleillé. On s'est réveillés avec mes sœurs. Nos parents étaient déjà dehors. Sur la table, il y avait un bocal de sandou. Du sindou. Du sandou. Du gras. Oui, du gras de porc. Aucune explication, là, vous ne comprenez Aucune pas. explication, on ne comprend pas. On essaie de sortir de l'appartement, la porte est fermée. On voit nos parents, ils sont dehors, ils nous lancent par la fenêtre. On reviendra vite. Le temps passe, on a faim. Ma sœur aînée, on avait très faim, donc il Sœur aînée, quel âge à ce moment-là? Ça, c'est 7 ans. Elle était... D'accord, parce que quand on dit aînée, on croit que c'est quelqu'un qui peut s'occuper des autres, mais elle a 7 ans. Non, pas du tout. Elle a que 7 ans. Donc elle trouve dans le placard un fond de la farine de maïs, avec laquelle en Roumanie on fait de la polenta. On récupère de l'eau, on met de la farine, elle met ça sur un réchaud improvisé, avec une résistance qui était en fin de vie. Donc à tout moment où on avait peur de s'électrocuter, on boit cette mixture horrible et le sandou, on l'a laissé de côté parce que c'est difficile quand même hein, d'avaler du sandou, sans pain, sans rien. Et on finit dans la journée par manger le bocal de sandou. Le soir tombe, puis la nuit, et nos parents ne sont toujours pas là. On commence à pleurer. On est toute seule. On a froid. On a faim. On voulait nos parents. On n'avait pas envie de crier, parce que si on criait, on savait que les voisins allaient appeler Les autorités. les autorités. Et moi, comme j'aimais mon père, je ne voulais pas aller faire ça. Et on a fini, de toute façon, le lendemain, par frapper à la porte pour demander que quelqu'un vienne à notre secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que les voisins ont alerté les services sociaux. Les services sociaux sont arrivés à très peu de temps après, hein, dans un autocar. Ce monsieur-là, qui s'occupait du placement des enfants, je retiendrai son nom toute ma vie. Il s'appelait Tovareshu Brânzan, qui m'avait donné des bonbons pour me faire monter dans l'autocar.
Pendant ce temps-là, mes sœurs, elles étaient emportées par quelqu'un d'autre. Donc on vous sépare de vos sœurs à ce moment-là. Oui, sans que je m'en rende compte. J'étais attirée par ces bonbons. Et je m'en suis tellement voulu après. Alina est séparée de ses parents et de ses sœurs. C'est dans une totale solitude qu'elle rejoint son premier orphelinat. À cette époque, la dictature roumaine conditionne ses enfants abandonnés pour les mettre au service de l'État. Alina fait ses premiers pas en enfer. Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là? Vous comprenez que vous êtes dans un orphelinat, on vous dit quoi? Qu'il y avait beaucoup d'enfants, qu'on va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. On me met dans une pièce. Je suis toute seule. Je ne veux pas me mélanger aux autres enfants. Et la petite fille que j'étais ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait dans ce bâtiment. Je pensais que je n'allais pas y rester longtemps. Donc je m'assois et je m'enferme dans mon mutisme. Et on avait essayé de m'adresser la parole. On m'avait proposé des petits cubes. Ils m'analysaient en même temps. Ces gens-là, pour savoir dans quelle catégorie ils allaient me placer. Est-ce que j'étais saine ou pas, mentalement. Et vos sœurs, vous ne les revoyez pas? mes sœurs? Et ce qu'il faut, c'est que vous allez tout faire, vous, petite fille, pour essayer de ne pas oublier que vous avez des sœurs. Oui. J'avais une camarade de lit parce qu'on dormait, on était deux par lit. Et je me souviens lui dire, moi, je ne resterai pas ici longtemps. Moi, j'ai deux sœurs. J'ai deux autres sœurs et je les rejoindrai bientôt. Alina reverra ses sœurs plus tard, à l'occasion d'un passage dans un autre orphelinat. Mais pour l'heure, elle doit affronter la cruauté sans limite qui règne dans les orphelinats de Ceausescu. Le soir, les surveillantes avaient un rituel. Ce rituel consistait à nous aligner devant la porte de la chambre avec le pyjama devant nous. Et on avait quelques minutes pour enfiler le pyjama et se mettre sous la couette. Une autre femme venait avec sur la tête un drap blanc qui correspondait à un personnage dont tous les enfants avaient peur et qui s'appelait Baba Cloanța. Alors Baba Cloanța avait aussi un sac. Si, à son signal, il y avait encore des enfants qui se retrouvaient dans le couloir sans avoir pu mettre à temps son pyjama, il était embarqué dans le sac et ramené dehors, comme punition. Dehors dans le froid. Voilà. Alors ce qui est fou, et j'allais dire encore plus cruel, c'est que vous allez recevoir la visite de votre mère. Ah oui, c'est un matin. C'est un matin, ma mère traîne un sac. La directrice de l'orphelinat me la présente comme étant ma mère. C'est-à-dire qu'on vous présente votre mère au cas où vous l'auriez oublié, Oui, c'est ça? oui, au cas où je l'aurais oublié. Et sur le visage de ma mère, aucune réaction. Elle sort de son sac un paquet de biscuits. Elle me donne ce paquet de biscuits et elle me dit, bon, ben, maintenant, il faut que je m'en aille. Et là, je me prépare à l'accompagner. À partir avec elle, pour moi, dans ma tête, c'était clair, ça y est, c'est mon séjour. Le calvaire est terminé. Terminé, je m'en vais. Et quand je me suis rendu compte qu'elle allait partir toute seule... Un deuxième abandon. Oui. Et dans mon cœur, je ne peux pas dire que je l'ai aimée, ma mère. Donc, je l'ai laissée partir. Et elle m'a laissée là-bas. La petite fille que vous êtes, alors que vous êtes dans la toute petite enfance, va avoir une sorte d'instinct presque de manipulation, puisque vous allez vous auto-mutiler. Oui. Alors vous faites quoi exactement et pourquoi vous faites ça? Oui. Il y avait une maman qui s'appelait Jenny. On les appelait les mamans. Des mamans de substitution. Et Jenny était une femme absolument adorable. Et elle nous parlait souvent de ses fleurs.
qu'elle mettait sur son balcon. Et son balcon était multicolore. Alors dans ma tête, ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Il fallait absolument que j'aille voir ce qui se passait chez elle. Et j'avais vu une fille qui s'appelait Tina. Et Tina se cognait la tête contre les murs. Et Jenny la prenait chez elle à la maison. Donc, action, réaction. Action, je me cogne. Réaction, je l'amène à la maison. Donc, j'ai commencé à me taper, mais pas trop fort. Hein. Elle oui. vous a pris chez elle, du coup? Ah oui. Et là, je vois son balcon. C'était le soir. Il fallait absolument que je le voie. Le soir même. Il était beau. Exactement comme dans mes rêves. À l'âge de 6 ans, on va vous changer d'orphelinat. Oui. Et on va découvrir d'ailleurs en 89, à la chute de la dictature Ceausescu, que tout est extrêmement organisé. Oui. Et on va savoir comment vous avez vécu cet orphelinat, puisque c'était, on le sait maintenant, une sorte de maison de redressement. Oui. Mais je voudrais qu'on regarde des images, d'un reportage de l'époque, quand le monde entier a découvert ce qui se passait en Roumanie, sous la dictature de Ceausescu. Oui. Orphelinat numéro 1 de Bucarest. Le plus grand d'Europe du Sud-Est. 718 bébés de 0 à 3 ans vivent dans ces bâtiments. Ce sont les enfants du décret 770 de Ceausescu, un décret de 1966 qui interdisait toute contraception, tout avortement. Une politique nataliste effrénée, avec obligation pour les femmes de subir un contrôle gynécologique tous les 3 mois, avec obligation pour les médecins de convaincre ces femmes de mettre 5 enfants au monde. Sur ces 5 enfants, seuls 3 restaient dans les familles, les autres sont ici. Enfants de Ceausescu, beaucoup d'entre eux étaient destinés à l'État, destinés à la Securitate ou aux unités d'élite. Passé l'âge de 3 ans, ces enfants se retrouvent ici, dans l'orphelinat numéro 3, à quelques centaines de mètres du premier. Dans cet établissement, nous apprendrons aussi quelle était la destination de certains d'entre eux. Ces enfants étaient très bien soignés, car beaucoup partaient à l'étranger pour être adoptés contre une forte somme d'argent, des taxes. Ils représentaient un intérêt matériel pour l'État de Ceausescu. Pourquoi des taxes de 20 000 à 30 000 francs? C'est à ce prix que Ceausescu cédait ses enfants à l'étranger, en France, en Italie, en Belgique ou en Israël. L'autorisation d'adoption était donnée par Ceausescu lui-même, qui signait de sa propre main tous les documents. Le monde entier découvrait ça, en étant horrifié par une sorte de monstruosité organisée. Et encore, on n'a pas vu le pire. Hein. Là, c'est vraiment soft. Hein. C'était quoi le pire? Ah, le pire, ce qu'on faisait subir, surtout aux bébés. On sait combien c'est important les premiers mois. Les premiers soins. Les premiers soins. Doit être touché. L'enfant a besoin d'affection. Et ils étaient abandonnés dans leur petit lit. Pour les empêcher de pleurer, parfois les aides-soignantes leur scotchaient la tétine sur la bouche. C'était absolument horrible. Il n'y avait pas de contact physique. Donc elle ne prenait pas cet enfant dans les bras pour le rassurer. On les laissait pleurer jusqu'à ce que le petit se vide de tout cela. Alina n'évitera pas ce genre de punition. À 6 ans, elle est transférée dans une véritable maison de redressement. Là-bas, il régnait la terreur et la saleté. Alina va y vivre les moments les plus durs de son existence. Le dortoir, on m'avait présenté dégouliné de la crasse de l'hiver, etc. Les murs étaient gonflés par les pluies à répétition, l'humidité, etc. On n'osait pas se mettre sur les toilettes. La chasse d'eau ne fonctionnait pas. Ah, les murs des toilettes étaient... Il n'y avait pas de papier, sales. en fait. Il n'y avait pas de papier. On utilisait des feuilles de cahier. Et, Qui bouchait les toilettes, j'imagine? Oui, qui bouchait les toilettes. L'eau coulait en permanence. Mais c'était devenu normal. Le sol était jonché d'excréments. C'est-à-dire que le matin c'était
plus ou moins propres, mais que jusqu'au soir, il y en avait partout. Et la salle de bain, il y avait 2 salles de bain pour 100 filles. Et chaque salle de bain faisait, je sais pas, peut-être 3 mètres carrés, 3-4 mètres carrés, avec 2 douches. Pour se laver, il y avait de l'eau? Alors, il y avait de l'eau, mais pas chaude, hein. Donc il n'y avait que de l'eau froide. Et voilà. Donc il fallait se laver à l'eau froide, c'était horrible, c'était terrible. Et dans cet orphelinat, vous grandissez dans la crasse et vous grandissez dans la peur. Oui, oui, ça commence dès le 2e jour. Nous étions réunis devant la cantine. J'avais trouvé dans ma chambre un uniforme. Je m'habille, j'aime cet uniforme, il est bleu, il a un petit tablier, je suis toute propre, c'est dimanche. C'est dimanche, et donc nous sommes devant la cantine. Il y a un homme qui nous demande de faire le carré. Le carré, en fait, il fallait mettre une main sur l'épaule de la voisine pour refaire les rangs. Il est à côté de nous, il me sort du rang, il me regarde en souriant et il me demande comment je m'appelle. Alors je lui dis très contente que je m'appelle Alina Marine. Ah, Marine, qu'est-ce que tu fais habillée avec tes vêtements d'école, avec ton uniforme, alors qu'on est dimanche? Je lui réponds que je trouvais ça joli, j'étais toujours très souriante, je ne voyais absolument aucun mal d'habiller l'uniforme le dimanche. Et puis je ne savais pas d'abord que c'était un uniforme d'école. Il s'approche de moi, il prend mon bras, il le tourne derrière le dos et il me laisse tomber un coup de poing entre les omoplates. Vous avez 6 ans. Dans le dos. J'ai 6 ans. Moi, ma respiration s'arrête. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tout tourne autour de moi. Je n'ose même pas pleurer. Et je vois la peur dans les yeux de mes camarades. Vous venez d'arriver, mais les autres enfants sont déjà conditionnés. Et vous allez assister au conditionnement. Oui. Évidemment, ça c'est un mode adulte, vous allez comprendre plus tard. C'est que quand vous êtes en classe, il y a des rituels qui font que tous les enfants, en même temps, ont la peur au ventre. Oui. Il avait un rituel, ce monsieur. Il commençait d'abord par enlever sa montre. Il la mettait sur son bureau. Il attendait. Il nous regardait. On le regardait aussi. Mais on comprenait. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Alors, il y avait un garçon qui s'appelait Patsak. Patsak, c'était un des cancres de la classe. À chaque fois qu'il rentrait de vacances, Patsak ne se souvenait plus de l'alphabet. Le maître d'école Le savait, bien sûr. le savait. Alors il demandait à Patsak de passer au tableau. Et au tableau, il lui demandait d'écrire les lettres les plus difficiles de l'alphabet. Le H et le G. En majuscule. En majuscule. Patsak ne s'en souvenait pas. Et c'est à ce moment que le maître s'approchait de lui, qu'il levait la main très haut pour que le coup parte très fort. Et sa tête, la tête de Patsak, cognait à plusieurs reprises au tableau noir. Le sang giclait. Il prenait le seau. Il essuyait le sang de Patsak avec la même éponge qu'il utilisait pour essuyer le tableau noir.
et il les serait après dans son seau. Ça, c'était pour le tableau noir. Mais il y a le même... Même rituel de la montre. Le même rituel de la montre, c'est quand il avait envie juste de frapper. Il mettait sa montre sur son bureau, il passait entre les bancs, les mains dans le dos. Il regardait dans nos cahiers, à ce moment-là, ici, il y a une lettre, de travers, si il y a des rayures, des ratures, voilà, peu importe, hein. Hop, une claque derrière la tête. Ou alors la même chose, il tourne le bras derrière le dos et il donne des coups de poing. Ces enfants grandissent dans la peur et Oui. aussi dans la faim. Oui. Un jour, je vois ce monsieur coller des lettres, mais qu'il avait découpées avec tellement de soin. J'en étais même à apprécier la manière dont il faisait ça si bien. Il collait soigneusement ces lettres sur un panneau bleu. Et ce panneau-là, après, il l'avait accroché dans la cantine. Et il y a notamment un panneau Oui. sur lequel il y a une phrase qui est écrite très particulière Oui. et qui va là aussi participer au conditionnement des enfants. Oui. Sur ce panneau, c'était écrit que trop de nourriture provoque la souffrance de l'âme et Du corps. du corps. Alors que vous avez tous faim. Alors qu'on avait tous faim. En tant qu'enfant, je me dis, si c'est écrit, c'est que quelque part, c'est la vérité. Donc j'essayais de ne pas trop demander. Un supplément à la cantine. C'est la créativité dans Ouais. la cruauté, en fait. Oui, mais au-delà de ça, il y avait une loi à cette époque qui imposait que dans les écoles, il existe ce genre de panneaux. Pendant 4 années, Alina vit recluse, tête baissée, dans ce lieu de violence et d'humiliation. Mais en 1989, la révolution roumaine éclate après la chute du mur de Berlin. En décembre, le régime tombe et avec lui, les époux Ceausescu. Pour Alina, c'est l'espoir d'une nouvelle vie. Alors j'ai 10 ans, Mon maître d'école, terminé, il n'y en a plus. Waouh, je suis contente. Et après, l'association Pro-Victimis lance un appel au secours international et donc la Croix-Rouge répond à cet appel. Mais il fallait qu'il trouve un orphelinat qui n'avait pas été aidé auparavant. Donc il fallait qu'il le prenne en charge du début à la fin. Voilà. Et donc il y a Christine Métraillé qui est envoyée sur le terrain. Elle avait entendu parler de l'orphelinat de Perișoru, mais personne n'est capable en Roumanie de lui dire où cet orphelinat se trouvait. On était tellement isolés que les Roumains ne savaient pas que dans cette partie de la Roumanie, il y avait des enfants abandonnés, qu'il y avait un orphelinat. Donc, elle a quand même réussi, après moult déboires avec l'administration roumaine, à nous trouver. L'association s'occupe de l'orphelinat, c'est la désolation. 30 enfants seront tout de suite choisis et conduits dans des familles d'accueil en Suisse. Désormais, ils y reviendront à chaque vacances scolaires. La chance sourit enfin. Alina fait partie de ces 30-là. Et donc, on imagine le choc. D'abord, vous allez prendre l'avion, Oui. vous quittez un endroit insalubre où il n'y a que de la terreur. Oui. Donc, comment on vit ce choc, cette dichotomie? Alors, c'est très violent. Donc l'avion, déjà, j'imagine que la sensation... Oh là 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 là. Alors là, la sensation de voler. La sensation d'une liberté, déjà. De luxe. Et tout est propre, mais nous, on discorde. On se rend compte qu'on n'était pas tellement à notre place, parce que les gens nous regardaient.
parce qu'il souriait, alors qu'on se demandait mais pourquoi il sourit. Vous arrivez dans une famille souriante, et ça, c'est un choc pour vous. Oui. Une famille qui veut faire des bisous, Mais et là, oui. vous refusez parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Bah non. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? On ne nous faisait jamais de bisous pour nous coucher. Donc là, je me retrouve avec une femme qui me demande de lui faire un bec. Donc, pour moi... Vous parlez en quoi, d'ailleurs? En quelle langue? À langue des signes. Davantage qu'en français, parce que je ne comprenais pas. Son bec, pour moi, c'était une ampoule, alors que bec, en Suisse, c'est un bisou. Vous voulez une ampoule ici, vous ne comprenez rien. Non, non. Alors, je lui montre l'ampoule. Elle me dit non, non, non. Et elle fait le geste. Bec. Alors là, évidemment, mouvement de recul de ma part. Vous savez pas ce que c'est? Non, je n'ai surtout pas envie qu'on s'approche de moi. Donc, je lui dis non au départ. Et après, j'ai des remords. Donc, je la laisse s'approcher de moi petit à petit, comme un petit animal sauvage qu'on apprivoise, etc. Mais elle ne m'a pas apprivoisé tout de suite. Hein, donc, elle a eu du travail, Madame Bernadette Perrin. Et alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mon Dieu. Ils laissaient la fenêtre ouverte pendant la nuit. Mais à l'orphelinat, on avait des barreaux déjà aux fenêtres. Et il fallait fermer les fenêtres. Surtout pas laisser les fenêtres ouvertes. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y avait parfois des intrusions et qui pouvaient être criminelles. Dans l'orphelinat, il y avait des filles qui risquaient de se faire violer. Il y avait des petites, mais aussi des grandes, des adolescentes, qui avaient des petits amis, qui n'étaient pas forcément très corrects. Et il y avait l'histoire de ces faits. Ça, c'est l'histoire qu'on vous racontait en Roumanie ou en Suisse? C'était des histoires de Roumanie. Ça s'appelle des sânziene. Des faits malveillantes qui vous appellent dans la nuit si vous laissez la fenêtre ouverte. Et là, vous êtes en Suisse avec des fenêtres ouvertes. Ah oui, Il y a beaucoup de pendant dangers. la nuit, dans cette chambre qui est grande, belle, tout en bois. C'est un chalet. C'est le chalet, le nid. Ça s'appelle le nid. Oh ben dis donc, dans ce nid-là, je n'étais pas très rassurée. Hein, j'avais peur. Hein. C'est ça qui est paradoxal. Oui. C'est que cet enfant qui était privé de tout. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une adulte, vous avez 3 enfants, vous êtes reconstruite. Oui. Donc vous en parlez avec ce recul et ce sourire. Mais c'est fou d'imaginer que cet enfant qui va avoir des sourires, de l'affection et de la protection, Oui. va se sentir encore plus angoissé. Ah oui. Et même déprimé de toute cette attention. Oui, j'étais un tout petit peu dépressive parce que je m'attendais à vivre ensemble avec les autres orphelins. Et là, je me retrouvais toute seule dans cette famille. Je n'avais plus de point de repère. Tous mes repères, paf, avaient disparu. Alors que vivre en permanence parmi 200 enfants dans un orphelinat 24 heures sur 24, ça vous crée certains repères. Et là, on vous déracine complètement. Vous vous retrouvez toute seule. Le roumain, je ne pouvais plus le parler. Il fallait s'exprimer qu'en français. Et d'ailleurs, je m'entêtais tellement que pour leur montrer mon caractère, je m'exprimais en roumain. Et quand je voulais être méchante, je parlais en roumain aussi. Après chaque vacances passées en Suisse, Alina doit rentrer à l'orphelinat. Là, les conditions restent dures, mais peu à peu, elle reprend vie. Alors, à 11 ans, je n'étais plus maltraitée par le maître d'école parce qu'il n'était plus là. Donc, je commençais petit à petit à me sentir bien dans ma peau. Et je sentais qu'il fallait passer à autre chose. Et donc, il y avait un garçon dans ma classe qui était convoité par toutes les filles. Mais il ne s'intéressait pas trop à moi. Alors, comme je voulais attirer l'attention de ce garçon sur moi, et qu'il était le premier de la classe, dans ma tête, je me suis dit, pour lui plaire, il faut que je sois au moins aussi intelligente que lui. C'est incroyable. Et c'est de là. C'est incroyable. C'est le point de départ. Ce qui va vous extirper de cet enfer, ce sont les études. Oui. Et vous vous mettez à bien travailler Oui. pour pouvoir attirer l'attention d'un garçon. Oui, je me mets à bien travailler et mieux, je le dépasse. Mieux, je le dépasse. Mais est-ce qu'il tombe amoureux de vous? Non, ben non, c'était ça, mais je n'en avais plus besoin. D'accord. Je n'en avais plus besoin. Il a vu sa mission sur voyage. Terre, c'était Oui. de vous motiver. Je n'avais pas conquis son cœur. Eh bien, son cœur était pris par ma camarade Béatrice. C'était aussi ma concurrente de l'époque. Et donc, voilà, j'étais la première de ma classe à 14 ans. Et puis après, au lycée, j'ai continué parce que je me suis dit, le seul moyen de ne pas m'enfermer dans la misère, c'était de poursuivre ses études. C'était votre salut, les oui, études. c'était le salut.
Apprendre devient pour Alina une obsession. Sa liberté passera par là. Elle veut être la première orpheline à rentrer à l'université. Grâce à un travail acharné, elle gagne son pari et rejoint la faculté de Roumanie où elle reste 3 ans avant de terminer ses études en France. Alina sourit, jamais elle ne se plaindra de son histoire. Je ne comprends pas les Français. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour moi, ils sont tous dépressifs. Qu'est-ce qu'ils ont tous, bon Dieu. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez tous à pleurer sur votre sort, là? Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez à manger, vous avez à boire. Vous avez une famille qui vous soutient. Qu'est-ce qui vous manque? Quand on n'a pas de comparaison, son malheur, c'est le plus grand. Hein? Donc je pense que c'était ça qu'il fallait comprendre. Et je profite pour remercier, mais vraiment c'est un grand merci à la France, parce qu'en quittant la Roumanie, mon processus de résilience a pu se poursuivre. Et donc la bienveillance que j'ai rencontrée en France m'a permis de m'épanouir. Donc j'ai abandonné mes peurs, j'ai laissé tomber mon bouclier petit à petit. Quand on parle de bouclier, c'était une manière de se protéger Oui. du mal qu'on peut vous faire, Oui. mais aussi du bien qu'on peut vous faire. Oui, parce que vous ne savez pas quelles sont les intentions des personnes que vous rencontrez. Quand on a grandi en étant trahi tout le temps, oui. On se protège. Oui. Mais on se protège du mal, mais aussi du bien. Oh oui. Et la confiance est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en place pour mettre en place. Un enfant qui a été abandonné à plusieurs reprises, une adolescente qui a dû se débrouiller quasiment toute seule, c'était pas du tout évident. Et ce bouclier-là, il m'a protégée très 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 longtemps. Il faut aller petit à petit, le démolir pièce par pièce. Je pense que c'est la manière la plus douce. Il faut aller en douceur avec des personnes qui ont été maltraitées. Longtemps maltraitées. Oui. Et alors, la femme qui est en face de moi, elle est maman? Oui. Donc vous avez rencontré l'amour. Oui. Et vous avez 3 enfants. Oui. Garçons, filles? Alors j'ai une fille et 2 garçons. Bon. Ça devait être important pour vous d'avoir des enfants, après ce que vous avez vécu. Ah oui, oui. Pourquoi? Oui. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais c'était c'était un coup de pied au passé, hein, il fallait absolument donner un coup de pied au passé, prouver qu'on pouvait faire différemment, qu'on pouvait élever ses enfants, que j'en étais capable, d'amour. Et ça a été naturel et évident? Oui, je suis une maman poule. Alors comme j'ai manqué beaucoup d'amour, évidemment que là... Mes enfants, je ne les ai jamais lâchés. Je me souviens à la maternité, tous mes enfants, je les ai gardés sur ma poitrine en ayant peur, et vivant presque dans la peur qu'ils allaient venir me les enlever. Il fallait surtout pas qu'on les décroche de ma poitrine. Je les gardais... Et donc, vous avez fait des études à l'université, vous avez 3 enfants. Oui. La résilience, donc, vous en êtes l'incarnation, c'est-à-dire cette idée qu'on peut vivre le pire et quand même réussir à se reconstruire. Et Boris Cyrulnik, qui parle de ça en France, explique qu'il faut des conditions. Et il faut trouver sur son chemin de la bienveillance, des gens sur qui on peut s'appuyer pour refaire confiance. Et donc, dans votre histoire à vous, où est-ce que ça s'est passé pour être aussi lumineuse après la noirceur de ce que vous avez vécu? Moi, j'ai été quand même prise en charge, on va dire, assez tôt. Il y avait d'abord une personne qui m'est très très chère, qui est arrivée après la Révolution. Qui va nous rejoindre tout à l'heure. Oui. Ça fait partie de ceux, en tout cas, qui vous ont quoi? Qui vous ont apporté quoi? Ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tante Yvonne de Suisse, qui ne m'a jamais lâchée, qui a toujours été là pour moi quand j'en ai eu besoin. À chaque fois que je l'appelais, alors elle a payé mes études universitaires en Roumanie. Quand je suis arrivée en France, elle m'a toujours aidée. Donc oui, tante Yvonne, je profite pour la remercier. Donc il y a des gens qui vous ont détruit et il y en a qui vous ont aidé à vous construire. Oui, mais vous savez, ces personnes-là qui vous détruisent ne sont pas que des bourreaux. Ils peuvent aussi, si l'occasion se présente, donc en fonction des circonstances, ils peuvent aussi être bons. Mon éducatrice principale, pendant 4 ans, elle nous a maltraités au quotidien. Je ne devais pas être sélectionnée parmi ces 30 enfants qui allaient en Suisse dans les familles d'accueil. Alors, cette éducatrice est allée voir la directrice pour lui dire « Écoutez, cette fille-là, je l'aime, il faut qu'elle fasse partie du programme. »
la même personne qui, Vous avez frappé. qui nous frappait au quotidien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Que les gens ne sont pas... C'est pas noir ou blanc. oui, comme on veut. Et d'ailleurs, tous ces gens qui étaient éducateurs et si cruels, Oui, au fond, ils n'étaient pas formés, oui, ils étaient choisis par piston, oui, et voilà, ils étaient livrés à eux-mêmes, ils vivaient dans les mêmes conditions que vous, oui, et tout le monde, et au fond, tous ces humains étaient livrés à eux-mêmes, à Oui. l'écart de la société. oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi paumés que nous. Donc, ils faisaient en fonction aussi d'une époque, d'une société. Ils étaient là pour nous dresser parce qu'on leur avait dit de fonctionner de cette façon. Vous dressez. Oui, nous dresser. C'était du dressage. On portait la culpabilité de toute la société. C'est ça qui est fou. C'était la honte. C'est qu'on le sait aujourd'hui que Oui. quelqu'un qui était maltraité se sent coupable d'être maltraité. Oui, Mais là, c'était sur le plan de la société. oui, C'est-à-dire qu'on obligeait ces femmes à faire des enfants, oui, et au fond, elles n'aimaient pas forcément ces enfants qu'on les avait obligés à faire. oui, Et donc vous êtes le résultat de ces enfants qui n'étaient pas désirés oui, et qui étaient rejetés par la société. Oui. Et la société avait honte de ce qu'elle avait fait. C'est très complexe, hein. oui, C'est-à-dire que c'est pas de la psychologie, c'est de la sociologie. Oui. Et vous êtes, vous, un être humain qui a vécu cette folie humaine. oui, complètement, complètement. Nous étions la honte de la société dans les conditions où, en Roumanie, il n'y avait pas de riches. Hein. Donc tout le monde, il n'y avait même pas de classe moyenne. Tout le monde était pauvre, mais dans la Il y avait une classification des hiérarchie. pauvres, dans la hiérarchie des pauvres, il y en avait La misère, les parias, ceux qui n'avaient absolument rien, dont on faisait partie, hein, ces parias, et les moins pauvres, voilà, et les pauvres. Pourquoi vous souriez? Qu'est-ce qui vous fait Mais peur? oui, C'est tellement absurde, c'est l'absurdité. C'est complètement absurde, oui. Et donc, on était des enfants à faire disparaître. Et quel est le meilleur moyen de faire disparaître des enfants? C'est en les conditionnant à la culpabilité. Vous n'êtes rien. La société n'a pas besoin de vous. Vous le dites, ça? Ah, Vous le comprenez, enfant. Il y a mais- des adultes qui disent ça aux ces enfants. et il y a des Vous adultes... l'avez entendu. Voilà, il y a des adultes qui nous disent qu'ils ne sont pas là pour nous prendre dans les bras. Ils sont là pour nous apprendre, grosso modo, à devenir des êtres humains. Vous vous rendez compte? Ils nous apprennent à devenir des êtres humains. Ça veut dire quoi? Qu'on n'était pas des êtres humains. Et donc, vous avez échappé à tout ça. J'ai échappé. Vous êtes une Vraiment à tout miraculée. ça. Vous êtes une survivante. Vous vous voyez comme une survivante? Un peu, oui. Comment vous vous sentez? Parce que raconter tout ça, ça remue beaucoup de choses. Oui, 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 ça remue, ça remue, ça remue. C'est surtout le passage sur ma toute petite enfance, oui. Oui, je respire mieux. Je respire. Bon, on va accueillir deux personnes ensemble. Une personne qui vous a aidé à écrire un livre, dont on va parler, qui vous a aidé à consigner tout ça, histoire d'arrêter d'y penser. Et puis, quelqu'un qui était là pour vous éduquer dans un orphelinat après la Révolution. Oui, Donc quelqu'un qui était là pour votre bien, mais que vous n'avez pas vu depuis 20 ans. oui. Comment vous vous sentez avant de la rencontrer? Très émue. J'ai hâte de la revoir après toutes ces années. À quoi vous pensez? C'est quoi que j'aimerais dans votre tête à ce moment? Pour moi, dans ma tête, je pense que et peu importe la manière dont elle va se présenter physiquement, hein, je pense que les années sont passées aussi sur son visage, mais intérieurement, j'imagine que ça doit être la même bonne personne que j'ai rencontrée il y a 20 ans. Ouais, enfin, il y a plus que ça. Donc, je serais très, très heureuse de la voir et de la remercier pour tout ce qu'elle m'a apporté. Il faut qu'elle sache qu'elle est une belle personne. Oui, 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 oui. Merci de votre confiance. Ah ben, Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Will I learn? I push it down. Pour moi, ces vies restent des énigmes. Lorsque mes invités comme Alina racontent avec pudeur la profondeur de leur souffrance, ils paraissent s'en sortir facilement. Bonjour. Enchanté, Frédéric. Maria. Vous venez de Bucarest. Mais un mystère demeure. Comment s'échappe-t-on du pire? Quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter les proches d'Alina. On va la rejoindre? Oui. Venez.
Maman, mais que tu es belle. Laisse-moi te regarder. Que je suis heureuse de te voir. Bon, on va commencer à parler en français. Sabine. Installez-vous, madame. Sabine est venue les mains chargées. Tiens, Merci. Voilà. Merci. Tu n'as pas changé. Toi aussi, tu n'as pas changé. Qu'est-ce qu'elle On dit? a beaucoup de choses à nous dire. Hein. Alors, je lui dis qu'elle n'a pas changé. Elle est exactement comme je te le sais. Alors, Maria, vous habitez Bucarest, Oui, j'habite à Bucarest. donc vous arrivez de Roumanie pour rencontrer cette jeune fille que vous avez connue petite dans un orphelinat. Si, pour elle. Que vous avez connue dans un orphelinat. Et vous, elle vous a connu dans une belle période de sa vie. C'était après... Belle période de ma vie. Et de votre vie aussi. En tout cas, la période devient plus jolie, même si c'est un orphelinat, parce que après la révolution roumaine, après la chute de Ceausescu, eh bien, il y avait des gens bienveillants qui sont arrivés dans ces orphelinats. Vous en faites partie. Maria, elle est arrivée après la Révolution avec une manière de faire très différente de ce que nous avions l'habitude avec les autres éducateurs de l'orphelinat. Et c'était comme des extraterrestres, en fait. On avait tout à coup à faire. C'est-à-dire que vous avez lu la bonté sur son visage, et là, Oui. c'était une extraterrestre. Ah, oui, c'était ça. Alors, Maria, on avait compris qu'elle n'était pas là pour nous faire plaisir ou quoi que ce soit. Elle était là pour nous accompagner, mais un vrai accompagnement. C'est-à-dire que, eh bien, il va falloir qu'on apprenne petit à petit à se respecter, à se mettre en avant aussi, à nous connaître, nos qualités, nos défauts, à exploiter surtout nos qualités pour apprendre de l'assurance. C'était important à ses yeux qu'on devienne plus tard des femmes qui ne diront pas oui à tout. Et il nous a préparés à l'indépendance d'esprit. J'appréciais tout ce qu'elle faisait. En fait, j'étais une éponge. Je la suivais jusqu'à reproduire sa signature. Je trouvais qu'il y avait une telle sensibilité et élégance dans la manière dont elle agissait que je me suis dit, c'est un bon exemple à suivre. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ne réalise pas que 20 ans se sont écoulés. Elle a l'impression qu'on s'était vu hier et qu'aujourd'hui on se revoit. Ce qui est fou, c'est que vous arrivez dans un orphelinat où des enfants ont vécu le pire. Et vous allez essayer de les sauver. Vous faites ça par instinct? Vous avez été formé pour ça? Vous faites ça comment? Avec quels outils? Je n'avais pas du tout conscience de leur situation avant d'arriver sur place. Je ne savais pas ce que j'allais trouver de l'autre côté du mur d'enceinte de l'orphelinat. Je n'ai absolument pas été préparée. J'ignorais jusqu'à l'existence même de ces enfants quand je suis arrivée. Mais j'ai senti que j'étais en mesure de leur offrir ce dont ils avaient besoin. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai donné autant que j'ai pu, tout comme d'autres également. Je n'étais pas la seule de l'orphelinat à essayer de les aider, mais nous n'étions vraiment pas très nombreux. Quoi qu'il en soit, les enfants recevaient de l'aide de notre part. Certains ne comprenaient pas, certains ne pouvaient pas comprendre, ou certains n'arrivaient pas à accepter le fait que nous voulions les aider. Mais quelques-uns ont choisi de nous faire confiance et de suivre nos conseils, nos incitations. En fait, ce n'était pas des conseils. C'était des incitations, des exemples visant à leur montrer une certaine manière de faire les choses. Le fait d'ignorer les problèmes de l'intérieur de l'orphelinat, des enfants qui étaient réels, palpables, ça lui a permis en fait de passer outre. Et c'est pour ça, je pense que ça a fonctionné. Parce que justement, elle ignorait. Et elle était jeune. Donc elle avait envie. Ouais. Maria, on ne se connaît pas, mais on voit bien que vous êtes la bonté sur Terre. Déjà, quand on vous voit, le regard, et ce que vous avez fait pour ces enfants, c'est incroyable, parce que d'autres auraient été découragés, et vous n'avez pas été découragés. Je me suis attachée à faire ce que je croyais bon. Et je le faisais avec plaisir.
Je sentais vraiment que ces enfants le méritaient. Je voulais leur montrer que la vie réelle se situait au-delà de ce qu'ils étaient en train de vivre et qu'eux aussi se devaient de participer à cette vie réelle, de la même manière que n'importe quel homme normal vivant à l'extérieur de l'orphelinat. La grande majorité de ces enfants n'a pas réussi à dépasser ce qu'ils avaient vécu en institution parce qu'ils n'ont pas eu confiance ou qu'ils n'ont pas eu quelqu'un en qui placer leur confiance. Pour arriver à vivre une vie où le passé appartient au passé et se dire à un moment donné « tout dépend de moi ». Tout ce que je vais faire après avoir quitté l'orphelinat dépend de moi. Quelques-uns ont réussi. Alors vous savez que ce qui est incroyable, Maria, c'est que quand on s'est rencontrés tout à l'heure, vraiment avec Alina, elle m'a dit, je lui ai dit pourquoi est-ce que vous êtes là? Elle m'a dit c'est justement pour dire qu'on a toujours le choix. Donc vous lui avez tellement transmis ça que maintenant quand on lui demande pourquoi elle s'adresse au monde, c'est ça qu'elle a à dire. Votre message à vous? Il ne s'agit pas seulement d'oublier le passé, il faut également réussir à construire sur lui. Si tu ne pars pas de quelque part, tu ne peux pas avancer. Tu dois commencer par identifier même le peu que tu as reçu et réussir à construire dessus. Au final, tout dépendait uniquement d'eux. Quel souvenir vous avez de cette petite fille qui travaillait très bien à l'école, puisqu'elle a été à l'université? Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui viennent des orphelinats roumains et qui ont été à l'école. Alina, je crois que Alina était très intelligente. Elle me donnait l'impression de ne pas avoir grandi en orphelinat. Elle ne leur ressemblait pas. Ce qu'elle avait vécu avant, c'était beaucoup d'abandon, beaucoup de cruauté, la faim et la peur. Et pourtant, cette petite fille qui a 12 ans, c'est ça? Ça ne se voit pas. On ne voit pas qu'elle a souffert autant. C'est ça que vous dites? Elle avait un sourire qui ne laissait rien transparaître. Elle a le même sourire. Comment vous expliquez? Est-ce que tous les enfants étaient souriants? Non. Là-bas, Alina était la seule à sourire. C'est ça qui est surprenant. Parce que les autres enfants ont vécu la même souffrance qu'elle, une insalubrité incroyable, encore une fois, des menaces et de la violence et de la maltraitance. Et que les autres enfants soient tristes, ça paraît naturel. Et il y avait cet enfant au milieu qui était blonde et souriante. Blonde et souriante, oui. Pour ma part, j'avais déjà des difficultés à m'adapter à la situation. Parce que vous, en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, quand vous arrivez dans cet orphelinat, qu'est-ce que vous savez de ce qu'ont vécu ces enfants-là? Je ne savais rien à leur sujet. C'est seulement après avoir vécu quelques mois avec eux que j'ai compris que des choses tristes se produisaient. Ça veut dire que l'ensemble de la Roumanie a découvert, comme le reste du monde entier, l'horreur qui se passait dans ces orphelinats roumains. C'est ça que vous dites? Moi, j'en savais rien. Alors, Alina, chose incroyable, c'est que lorsque vous allez dans votre deuxième orphelinat à l'âge de 6 ans, vous retrouvez vos deux sœurs, celles que vous aviez essayé de ne pas oublier. Aujourd'hui, vos sœurs, elles sont où? Mes sœurs, il y en a une qui est toujours en Roumanie, Aura, et Lenuța l'aînée, elle est en France. Aura, voilà, elle mène une vie assez tranquille, hein, avec son mari en Roumanie. Elle a fait des études de coiffeuse, donc aujourd'hui, elle est plutôt bien, alors qu'elle avait quand même démarré assez difficilement dans la vie. Elle s'est mariée très jeune. Elle a eu un enfant à l'âge de 17 ans. Et vos parents? Je crois que la dernière fois que vous avez vu votre père, c'était quelque chose de très violent. La dernière fois que j'ai vu mon père, je me souviens de cet épisode dans la maison de la tante. Dans la maison de la tante où mon père était fortement alcoolisé. Vous êtes adolescente? Je suis adolescente, oui. Je suis adolescente, je suis avec mes sœurs. On donne à boire à mon père. On lui demande quelque chose à l'oreille. Mon père prend l'argent qu'on lui tend, il sort de la maison, il revient. Après avoir dépensé certainement cette somme d'argent, il revient, il s'assoit, on lui fait un café. Ma sœur aînée, Lenuța, qui était elle aussi présente, va, elle a soif. Donc comme on ne nous proposait rien à boire, elle boit une gorgée
de café. Mon père se fâche. Lenoussa s'éloigne. Il prend ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire le couteau, et il lance le couteau. En visant en visant ma sœur aînée. Mais par malheur, ou par bonheur pour elle, hein, parce qu'elle aurait pu être aveuglée. Ah oui, je suis passée par là. Et donc, c'est moi qui l'avais visé. Et là, mon père... Vous recevez le couteau où? Je reçois le couteau dans l'œil... L'arcade sourcilière. L'arcade sourcilière, oui, gauche. Et mon père se rend compte, soudainement, de ce qu'il fait. Il se met presque à genoux pour me demander pardon parce que j'étais sa petite fille. Alina, pardonne-moi, ce n'est pas toi que je visais. Ta sœur, c'est une idiote. Dans mon cœur, mon père avait cessé, à partir de ce moment-là, d'exister. Et pour moi, c'était impensable que mon père fasse, que ce soit à ma sœur ou à moi, une telle chose. Et depuis, je pense que c'est la dernière fois que j'ai revu mon père. Et votre mère, la dernière fois que vous l'avez vue? Ah, ma mère. Ah, ma mère. La dernière fois que je l'ai vue, j'avais 14-15 ans. J'avais hâte de la rencontrer. Je mets mes habits de dimanche. Hein. Je m'habille toute de noir. Ma sœur, Aura, fait la même chose. On se fait toute belle. On se brosse bien les cheveux. On prend le train. On arrive à Bucarest. À Bucarest, je me souviens que l'église était là-bas. Et qu'en faisant un certain nombre de pas, je vais aller me retrouver devant ces bâtiments. Et que de ces bâtiments, je devais encore marcher un tout petit peu. Et ça y est, j'atteignais enfin l'immeuble où se trouvait ma mère. Et c'est comme ça que je l'ai retrouvée avec des bribes de ma mémoire. Je frappe à la porte. Et là, il y a cette femme qui ouvre et elle nous fait une petite place dans l'entrée. Elle ne nous fait pas. Elle a un salon. On ne rentre pas dans le salon. Elle met 3 chaises dans le vestibule. Hein, c'est le vestibule. C'est un troisième abandon. Et elle reste sur cette chaise et elle commence à nous dire... C'est la vie. On ne demandait pas ça. Moi, je ne demandais pas ça. J'avais juste envie qu'elle me dise viens, je vous prends dans mes bras. Mes filles, je suis tellement contente de vous avoir retrouvées. C'était même pas ça. C'était oh là là. Et ma mère nous regardait sans aucune émotion. Comme si elle avait à la fois envie de justifier le passé, mais pas trop. Et donc moi, je ne savais pas comment m'adresser à elle. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais l'appeler maman? Le mot maman, il m'était impossible, imprononçable. Il n'existait pas dans mon esprit. Je ne pouvais mettre sur le mot maman aucune émotion. Surtout une qui était appropriée à la personne qui était devant moi. Et il n'y a rien à dire. Rien à dire. J'étais vêtue de noir. C'était un deuil, pour moi. Le deuil, j'avais fait le deuil définitif de ma mère. C'était la dernière fois que j'ai vu ma mère. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne m'a pas manqué. Maria, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce genre d'histoire? C'est une violence psychologique terrible, après la violence physique. Le fait que tu racontes tous ces souvenirs avec tant de force intérieure signifie que tu ne veux pas t'en séparer. Tu ne veux pas oublier. Quand vous étiez enfant, vous aviez cette sensation qu'il fallait photographier pour ne pas oublier? Oui, oui. Je vivais chaque chose avec une telle intensité. J'avais pas souvent la chance, par exemple, de voir mes grands-parents. Donc, à chaque fois que je les voyais, j'essayais d'enregistrer le plus possible pour pouvoir d'abord transmettre à mes sœurs et quelque part inconsciemment stocker
pour ressortir plus tard. J'ai senti très tôt que je devais être la mémoire vive de tous les enfants qui vivaient la même chose que moi. Je rêvais la nuit d'écrire, mais d'écrire sans cesse. De témoigner. Oui. De ne pas oublier. Oui. D'écrire un livre. Je me voyais dans une rivière de mots. Et je maîtrisais tellement bien le fond, la forme, que voilà. Oui, c'était celui-ci. C'est fou. Oui. C'est-à-dire que ce livre existe aujourd'hui. Mémoire d'orphelin, il est bouleversant, c'est votre histoire. C'est un témoignage très très précieux parce que au fond, il y a eu très peu d'enfants qui ont grandi et qui ont témoigné de l'intérieur. Il y a eu beaucoup de sociologues, beaucoup de journalistes, beaucoup d'universitaires, beaucoup de politiques, beaucoup de psychologues qui sont intéressés à ce cas particulier des enfants qui avaient grandi dans les orphelinats de Roumanie. Mais au fond, il y avait très peu de témoignages d'enfants qui l'avaient vécu. Oui. Alors, c'est intéressant d'en parler, Sabine, parce que vous avez aidé pendant 3 ans Alina à écrire. Et vous allez nous dire ce que vous avez ressenti, compris, et surtout, qu'est-ce que cette histoire nous raconte. Mais auparavant, vous aviez déjà passé du temps en Roumanie, vous étiez déjà intéressé à ces enfants-là. Oui, c'était Alors pourquoi et qu'est-ce que vous aviez compris de leur histoire? Peut-être un peu par hasard. À l'époque, je cherchais un projet humanitaire. Enfin, je voulais faire une parenthèse dans ma vie avec mon mari, on voulait partir. Et donc, on s'est retrouvés en Roumanie dans une structure qui accueillait des jeunes qui avaient une vingtaine d'années et qui avaient toujours grandi en institution. Et comme la plupart des jeunes ayant grandi en institution de notre âge, avec Alina, puisqu'on a le même âge, ils sont restés à proximité de l'institution ou en institution. Ça, c'est une constatation. Voilà, ça c'est une constatation, oui. Et donc en vivant au quotidien avec ces jeunes-là, je me rends très vite compte de ce que ça représente que d'avoir, de ne pas avoir eu d'enfance. Que ces jeunes-là, on leur a volé leur enfance dans ces orphelinats absolument glaciales. Et puis, en les connaissant un peu mieux, je réalise les séquelles et physiques, et morales, émotionnelles qu'ils portent. C'est quand même, il faut savoir que la plupart des jeunes qu'on accueillait avaient été violés, battus, brûlés au fer rouge, enfin des histoires absolument abominables. Et donc, en les connaissant un peu mieux, je me rends compte aussi de l'importance du lien. Et qu'en fait, quand on prend le temps avec ces jeunes-là, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Et que jusqu'à leurs 20 ans, il n'y a rien qui s'est passé. Donc ça vient m'interroger un peu plus sur ce qui s'est passé dans la société. Et puis, en les connaissant un peu mieux, je me rends compte qu'il y a un vrai fossé entre les jeunes de l'orphelinat et la société roumaine. Et c'est un fossé qui existe encore aujourd'hui. Est-ce que le pays a honte aussi de ce qui s'est passé? Alors, il y a une vraie honte, effectivement. Un devoir de mémoire qui a du mal à se mettre en place. Et du coup, un rejet de ces enfants qui n'ont rien demandé. Par exemple, vous voyez, si un jeune va porter plainte, on va dire, c'est un jeune de la maison d'enfants, si bien on ne prend pas en compte sa plainte. Vous voyez, où il n'y a pas d'argent. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas, parce que c'est un jeune de la maison d'enfants. Ou alors, bon, je ne veux pas généraliser, mais moi, ça, je l'ai vraiment vu. Ou alors, des jeunes qui sont malades, il n'y a pas d'argent. Donc nous, je me souviens très bien, on arrivait, les jeunes avaient mal aux dents, ils se mettaient des cigarettes dans l'oreille, ils s'injectaient de l'alcool. Pour soigner, faire passer le mal dedans. Et alors, vous allez chez le dentiste et vous attendez 2 heures et vous arrivez, on vous dit, mais c'est la maison d'enfants, ça, qui est-ce qui paye? Vous voyez? C'est tout ce système, en fait. Et les gens. La maltraitance n'a pas terminé, ça? Non, elle n'a pas terminé. Et donc, un peu avec tout ça, cet ensemble-là, moi, je me dis, il faut absolument que j'écrive. Je voulais témoigner. Parce que la plupart sont pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi de le faire. Et donc, je me dis, je vais lire sur le sujet. Donc, je me rends dans une bibliothèque, enfin, dans une librairie, plusieurs librairies, et je ne trouve rien. Je trouve que des ouvrages sur le communisme. Et c'est pas ça que je voulais, moi. Et je demande à un libraire, et je lui dis, donnez-moi un témoignage. Je dis, non, mais il n'y en a pas. Il me dit, qui est-ce qui a envie de se souvenir de ça? Et moi, il me dit ça, et là, je vois passer des dizaines de visages de jeunes qu'on avait vus, qui étaient vivants, de certains qui étaient décédés entre-temps, et je me dis non, ça, c'est pas possible, quoi. Et donc, en rentrant en France, je me suis dit, je vais témoigner. Et je tombe par hasard sur Internet, sur l'annonce d'une jeune femme qui s'appelle Alina, qui a vécu dans les orphelinats, et qui cherche une co-auteure, et donc je l'ai contactée. Donc l'assistance cosmique. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de la même chose au même moment, et ça donne ce document qui est un document exceptionnel, encore une fois, un document exceptionnel. Et qu'est-ce que dans l'histoire d'Alina, vous comprenez? Parce qu'il y a à la fois le destin de ses enfants, qui sont détruits, et qui sont encore rejetés aujourd'hui. Et puis il y a le destin de cette jeune fille dont Maria nous dit on a l'impression qu'elle n'était pas à sa place. Et que donc elle était là, souriante, malgré la souffrance et la douleur qui étaient là. Et donc la résilience, on en parle souvent, c'est quelque chose qui, moi, me donne la chair de poule, parce que c'est l'idée magnifique que, effectivement, on peut vivre le pire et s'en sortir.
Mais on dit qu'il y a des conditions. Alors comment vous expliquez la résilience d'Alina? Alors, je pense que déjà, Alina, elle a quand même des choses qui l'ont vraiment aidée. D'abord, elle est extrêmement intelligente. Et ça, c'est un fait. Donc, le fait d'analyser la douleur, ça permet de supporter. D'analyser et de savoir s'adapter, comprendre son environnement. Se protéger, peut-être même se figer dans son développement à un moment donné et savoir pourtant au bon moment saisir une main qui se tend. Et ça, c'est pas donné à tous les enfants. Donc il y a ça, je pense, qui a joué. Le fait que, parce qu'elle était aussi une jolie jeune fille, blonde, aux yeux bleus, et que l'homme nouveau de Ceausescu était aussi comme ça. Donc c'était des enfants qui étaient quand même un peu protégés, bien qu'elle ait beaucoup souffert. Et ça, c'est important parce que je crois savoir, vous en parlez dans le livre, que les enfants roms, dont on parle beaucoup aujourd'hui, étaient encore plus maltraités que vous. Oui. Parce qu'ils n'étaient pas blonds aux yeux bleus. Oui, oui, oui. Et vous avez ce souvenir là, même quand on vous frappait, on vous épargnait un peu? Ah, bien entendu. Bien entendu, j'avais une éducatrice qui disait mémé. Et donc, pendant qu'elle me frappait, je saisissais dans son regard cette réticence-là. Donc, elle n'avait pas très envie de m'abîmer, mais quand même, il fallait qu'elle me punisse parce que notre devise était tous pour un et un pour tous. C'est-à-dire on prend pour tout le monde. On prend pour tout le monde, c'est ça. Et chose incroyable, là aussi une créativité dans la cruauté qui dépasse l'entendement, c'est qu'on faut demander à ces enfants de fabriquer eux-mêmes le bâton avec lequel ils allaient se faire battre. Oui, c'est exact. Il y avait des jours où l'éducatrice n'avait pas très envie de faire ses bâtons toute seule, parce qu'elle était très bien dans la classe en train de se faire coiffer ou épouiller par l'une d'entre nous. Et donc, elle demandait souvent aux garçons. Donc elle leur disait, tu vas aller faire un bâton, mais attention, faut pas qu'il soit trop gros, faut pas qu'il soit trop long non plus. Parce que, voilà, tendre la main... Donc on donne des instructions en travaux manuels? Oui, pas trop long, pas trop court, dans un bois qui soit suffisamment souple, qu'il ne casse pas. Ça, c'était important. Et est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que les otages finissent par épouser la cause de leur preneur d'otages? Est-ce que finalement, ces enfants qui étaient des victimes finissaient par comprendre leur bourreau? Oui. Oui, parce que ces enfants qui fabriquaient les bâtons, ils attendaient de la part de l'éducatrice de la clémence. Et donc, ils étaient nombreux à se proposer à fabriquer ces bâtons. Donc pour essayer de comprendre la résilience, parce qu'encore une fois, on peut comprendre que ces conditions de vie terribles, terribles, détruisent des êtres humains, et on a affaire à quelqu'un qui est très impressionnant, qui nous dit dans la vie... C'est exceptionnel. C'est quoi les explications? Encore une fois, vous disiez, elle a su accepter la main qu'on lui tendait. Elle a accepté, oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais pour la résilience, il faut déjà que le climat de violence s'arrête. Alors, il y a une question subjective, c'est-à-dire comment on analyse sa propre souffrance et comment on se dit qu'elle n'est pas déterminante pour l'avenir. Et ça, c'est un travail très long, je pense, et très compliqué qu'il faut faire sur soi. Thérapie. Et il y a aussi un travail que j'avais envie de dire, moi, collectif, c'est-à-dire que dans la résilience, je suis assez convaincue qu'il y a le lien, c'est-à-dire l'autre qui vient et qui vous permet d'exercer le lien. C'est-à-dire, il vous dit qu'il est là, qu'il est présent, et il est vraiment là, il est vraiment présent. Et vous pouvez lâcher parce que vous êtes en sécurité, vous voyez. Donc je pense qu'il y a de ça. Et c'est vrai que toi, tu as eu cette chance de rencontrer plusieurs personnes et de réapprendre finalement à faire confiance et de te reconstruire comme ça. Mais je pense qu'il y a encore une étape dans la résilience qui est aussi le rôle de la société civile. C'est-à-dire que ce soit en Roumanie, mais même en France aujourd'hui, dans la protection de l'enfance, les enfants placés sont coupés. Et il faut bien qu'à un moment donné, une fois qu'ils ont retrouvé une place avec une figure parentale ou un ami, qu'ils puissent aussi retrouver une place dans la société, vous voyez? Et ça, je pense qu'il y a vraiment... avec Alina, c'est un peu notre credo de parler vraiment du lien. Et je crois que le lien, il est aussi au cœur de Mémoire d'orphelin. Parce que finalement, le lien, il commence avec un sourire, c'est vrai, avec un regard qui est bienveillant, avec un peu de sincérité, un petit geste. On sait pas, on mesure pas l'impact d'un petit geste. Et vous voyez, je pense que c'est tout ça petit à petit, mais on est tous responsables de ça. Et voilà, alors là, c'est vrai qu'on parle des orphelins, on pourrait parler des immigrés actuellement. Il y a plein de thèmes où ça s'applique. Et notre propos, souvent, c'est de dire, ouais, regardons-nous vraiment, et on sous-estime pas tous ces petits gestes, parce qu'on ne sait pas, ça peut changer le cours d'une vie, ça peut sauver des vies. Vraiment. Voilà. Bon. Moi, je me retiens, j'ai la gorge nouée très souvent en pensant à tous ces épisodes, toutes ces scènes. Vous l'avez dit, j'ai préféré analyser finalement. C'était le meilleur moyen de ne pas ressombrer à nouveau. Et le fait de comprendre la folie des hommes, ça vous a permis, comprendre ce qu'on peut comprendre, en tout cas d'analyser, ça vous a permis de vous construire, c'est ça? Et puis vous avez petit à petit réussi, vous savez que c'est incroyable aussi, à vous débarrasser de ce bouclier
qui protège du mal, mais aussi du bien. Et donc, c'est ça que je vais retenir. Pourquoi elle est venue de loin, Maria? Vous étiez en contact, hein, mais vous ne l'avez pas vue physiquement depuis 20 ans. Pourquoi vous avez envie de lui dire merci? Voilà, je profite de cette occasion. Je l'ai déjà remercié, Maria. Ce n'était pas tellement facile hein, de prendre la parole après tellement d'années et de remercier ces personnes qui nous ont aidés à un moment donné, qui nous ont aidés à grandir. Je la remercie aujourd'hui parce que je suis en partie ce qu'elle a fait de moi. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je suis heureuse que Alina est une part de ma vie. Ça fait partie de ma vie. Elle est comme ma fille. Elle est une fille pour moi. Une de ses nombreux enfants. C'est ça qu'elle veut dire. Parce que Maria, elle a élevé beaucoup d'enfants. Oui. Vous avez essayé de réparer ce qu'une société entière a infligé à des enfants? Non. J'ai fait ce que je croyais que je dois faire. Je ne croyais pas que les autres agissaient différemment de moi. Je devais les aider à devenir indépendants. Je sentais que c'était mon devoir de le faire. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à ces enfants à ce moment-là? C'était que la vie pouvait être vécue d'une certaine manière, sans crainte. Je sentais que c'était possible que certains de ces enfants quittent l'orphelinat et vivent une vie normale. Alina a été l'une de ces enfants pour lesquels cela valait la peine de se battre. Mais qu'est-ce que vous pouviez leur apporter à ces enfants qui avaient manqué de tout? Ces enfants manquaient de l'attention et des encouragements de la part d'un adulte. Ils n'en recevaient que trop rarement de la part de leur entourage. Pour ma part, je sentais que j'étais prête pour ça, que j'étais là-bas pour ça, pour leur montrer qu'ils pouvaient vivre de manière indépendante, que le bonheur était possible, qu'ils pouvaient sourire, même si à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne se sentaient pas bien, juste pour montrer qu'ils se réjouissaient de la présence de l'autre. Et certains enfants comprenaient vraiment ça. Certains réussissaient à intégrer qu'ils pouvaient grandir autrement. Ils apprenaient de moi qu'il existait autre chose que l'absence, les manques intérieurs dont ils souffraient. Non seulement ils manquaient de beaucoup de choses, mais ils subissaient en plus une violence et une tristesse gratuite, totalement gratuite. Mais pourtant, ils pouvaient comprendre que la vie normale avait un sens différent de celui qu'ils percevaient derrière le mur d'enceinte de l'orphelinat. N'empêche que vous avez eu raison de faire tout ça, parce que voilà le résultat. Oui, elle le méritait. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez resplendissante comme ça? Je crois que la vie nous montre quelque chose de beau, les belles facettes de notre vécu antérieur. Ce que nous vivons maintenant pourrait se comparer à un écho de ce que j'ai rêvé, de ce que j'ai désiré à cette époque-là. C'est quelque chose qu'on doit savoir sur l'existence. C'est votre conception de l'existence. Notre vie d'aujourd'hui est un écho à ce qu'on a souhaité avant. Oui. C'est vraiment ça votre philosophie? Oui. Donc il faut rêver. Pour sortir de tout ça, il faut rêver d'autres choses et d'ailleurs. Et ce que je retiens aussi, Alina, c'est que la plupart des enfants qui avaient été en Suisse, donc qui ont vu autre chose, vivent à l'étranger. 80% d'entre eux. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut sortir du milieu toxique pour être Complètement. C'est comme une plante. Si elle vit dans de mauvaises conditions, vous la mettez dans une terre qui est trop acide, qui ne lui convient pas, eh bien, elle va se mourir. Et donc, si vous la mettez en bonne terre, si vous la transplantez, tout simplement, que vous lui assurez toutes les bonnes conditions, que vous l'arrosez bien, à temps, etc., eh bien, ça y est, elle va commencer à pousser doucement. Voilà. Moi, il a fallu que je me déracine. D'ailleurs, entre nous, je n'avais pas beaucoup de racines en Roumanie. Je ne connaissais ni les Roumains ni la Roumanie qu'au travers des petites sorties qu'on faisait une seule fois par an pour les vacances d'été. Vous étiez dans ce centre en huis clos. Exactement. J'étais comme un petit poisson qui tournait dans son aquarium.
Et donc, j'ai senti très tôt que pour guérir du passé, il fallait absolument partir. Et donc, je n'ai eu absolument aucun état d'âme en quittant la Roumanie. Et ça a commencé, c'est très étonnant, ça a commencé avec les premiers mots que j'ai entendus en français. C'était quoi? J'avais 11 ans. Ma sœur avait appris une chanson. C'était l'une des toutes premières chansons qu'on apprenait à l'école en langue française. C'était un éléphant qui se balançait. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Voilà, c'était ça. Et quand j'ai entendu ces mots, cette langue qui était différente de la mienne, et j'ai trouvé en moi une nouvelle forme d'expression que je ne soupçonnais pas. J'étais presque gênée de me sentir libre intérieurement dans une langue qui n'était pas la mienne. C'était pas la langue de vos bourreaux. Ce n'était pas, parce que la langue que je parlais moi, dans cette langue-là, on me réprimandait, on m'accusait de mon passé, de ce que j'étais. On voulait complètement m'effacer. Cette langue roumaine, pour moi, elle était douloureuse. J'ai senti des papillons, voilà, des papillons dans mon cœur. Je me cachais, je me souviens me cacher pour chanter un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. D'ailleurs, c'était en phonétique, hein, parce que je ne comprenais pas ce que je chantais. Mais le mot éléphant, ça, je le comprenais. Et c'était grand déjà dans ma tête. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous écrivez des contes pour enfants. Oui. Non, mais ça, c'est un symbole très fort. Parce que cette petite chanson enfantine vous a sauvé la vie. Oui. Vous écrivez des contes pour enfants. Alors, les histoires pour enfants ont démarré en même temps qu'une intervention en Roumanie d'un orphelin qui aujourd'hui est doctorant à l'université de Bucarest, rarissime dans le monde des orphelinats. D'ailleurs, c'est le premier doctorant issu d'un orphelinat. Et donc ça vous a donné l'idée de... Et donc, oui, alors il fallait récolter des fonds pour offrir aux enfants de l'orphelinat où j'avais grandi des cadeaux à la Saint-Nicolas. Et alors, lui, il met en place cette action humanitaire, on se recontacte, il me parle de cette action humanitaire. Alors moi, je lui dis, écoute, j'ai envie de participer, qu'est-ce que je peux faire? En même temps, ma fille avait créé un petit personnage qui s'appelait la Fée Emma. Alors j'ai repris le personnage de la Fée Emma, qui est gardienne de la clé du printemps. Je lui ai dit, écoute, tu vas me faire les illustrations, il va falloir qu'on aille rapidement sur les marchés avec cette histoire, on va essayer de récolter des fonds. Et sur les marchés, on a récolté un tout petit peu d'argent et donc j'ai envoyé un tout petit peu d'argent en Roumanie et avec cet argent, ils ont pu louer des voitures que les bénévoles voilà, ont rempli de tous ces cadeaux parce que c'était à 100% bénévole, du bénévolat. Et ils ont acheminé ces cadeaux jusqu'à l'orphelinat pour la joie des grands et des petits parce qu'il y avait aussi des éducateurs qui étaient extrêmement fiers du travail de ce garçon qu'elles avaient essayé voilà, d'accompagner. Et dans ces contes pour enfants que vous écrivez, oui. vous racontez quoi aux enfants? Vous essayez de leur dire quoi? Alors, c'est un miroir. C'est un miroir du passé. Par exemple, dans le dernier, Les fleurs de Mamgose, dire aux enfants que malgré ce qu'on peut subir, surtout quand on est orphelin, l'absence de ce qu'on aime, eh bien, il faut toujours garder le sourire. Mamgose, malgré l'absence de sa famille, elle est toujours souriante. C'est-à-dire qu'on doit arriver à une philosophie de vie qui nous fait prendre le meilleur de toutes les choses qu'on peut vivre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Dans votre bouche, ça a beaucoup, beaucoup de poids. Sabine, un mot sur ce parcours qui est hors du commun. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de savoir que cette femme est dans votre vie maintenant? Pour moi, c'est une rencontre magnifique. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie pulsion de vie, une vraie philosophie aussi, que tu transmets très bien. Il y a du courage, parce qu'il faut du courage pour arriver à livrer sa vie et à témoigner. Et en fait, quand je vois Alina, je me dis que il faut que les enfants qui sont placés entendent que certes, ça va être plus dur, parce que c'est plus dur pour eux, parce qu'ils sont plus seuls, donc ils vont se battre plus. Mais c'est possible. Voilà, et j'aimerais bien qu'on le dise. Et je voudrais juste, si vous me permettez, rebondir aussi sur ce qu'a dit Maria. Parce qu'en fait, ce qu'a fait Maria, et ce que je trouve admirable, c'est qu'elle a considéré ces enfants-là comme des enfants. Et c'est pareil, enfin, je parle aussi de la protection de l'enfance en France. Ce sont des enfants.
Et il faudrait bien qu'on ne l'oublie pas. Et là, surtout en Roumanie, on disait ces enfants, ils sont irrécupérables. Elle n'avait pas dit ça. Elle a dit non, en fait, ce sont des enfants. Et comme n'importe quel autre enfant, si on plante, si on en prend soin, ça va pousser. Voilà. Je trouve que c'est vraiment, vraiment beau. Et puis, mille merci à nous avoir permis d'oser cette parole-là. Bon. Alina, comment vous vous sentez? Comment je me sens? Accomplie. Ah non, je me sens très bien. Donc je suis là pour dire à tous les orphelins, ne désespérez pas. L'espoir est à bout de beaucoup de persévérance. Il ne faut jamais lâcher. Et dans ce voyage qui est souvent solitaire, eh bien, parfois, si on laisse les gens rentrer dans notre cœur, ben voilà, on peut arriver à faire de belles choses et aussi transcender le passé, finalement. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut dire après vous. Vous avez une très très forte personnalité, hein, un caractère incroyable. Et donc, merci sincèrement pour votre confiance. Merci de donner du sens, de vous donner du sens à ma vie en faisant ça. Et moi, je me demande finalement tous les jours pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de faire parler des gens qui s'en sont sortis. Ben voilà, vous incarnez ça. Vous nous dites à tous que c'est possible. Ça, c'est possible. C'est le caractère. Donc, merci de votre confiance. Merci de l'avoir accompagnée dans l'écriture de ce livre, parce qu'elle avait des choses à nous dire, cette jeune fille. Merci beaucoup, Maria, d'être venue de Bucarest. Je sais que vous avez plein de choses à vous raconter. Et puis à vous, j'ai pas grand-chose à vous dire, à part merci d'exister. Eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ces orphelins. Merci. On a entendu ce que vous avez à nous dire. Merci. Merci beaucoup. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain vous serez sidéré par le témoignage de Louis de Ringue. Électrocuté puis amputé des 2 bras, le jeune homme a frôlé la mort. Pourtant, il a su transformer cette tragédie en moteur avec un seul but, se battre pour son indépendance. Un exemple pour nous tous. Électrocution de 15 000 volts. Les brûlures étaient trop fortes, je perdais beaucoup trop de sang. C'était soit on coupait, soit je mourais. Je ne veux pas être connu pour ce que j'ai perdu. Je veux qu'on me connaisse pour ce que j'ai à apporter. J'ai beaucoup de choses à apporter.